Tu fais l'intro toute seule, Pitchy, s'il te plaît? Merci. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme intro? Je sais pas, débrouille-toi. Comment tu fais d'habitude? Y a pas d'habitude. Deux fois on parle, t'étais en vacances, machin, Ah mais oui. là c'est plus trop les vacances, on est en novembre. Bah, ça va, vous? Fin d'année. Ouais, ça va. Ah, excellent. Tu peux me tutoyer? Parce que Truc, il a pas de Parce micro. que Truc. Oui, je vais bien, pardon. Ah voilà, super. Non, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vu, du coup. Bah ouais, tu viens plus au Tu l'as Contrecast. pas au Contrecast. C'est compliqué. Ah, pourquoi t'as trop de travail? Ouais, il y a beaucoup de boulot. Et ouais, il y a beaucoup de boulot, plus les courses, plus tout ça, c'est compliqué. Ah, c'est parce que tu... Les courses? Ah oui. Ouais. Le yaourt, fromage... Oh putain, c'était nul. Plus de ce mec. Et bah c'est sur cette belle blague qu'on va Bien, commencer bravo. le Contrecast, Non, mais c'est bien. épisode 13. Allez, c'est parti. Et bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Comment ça va aujourd'hui, Pitchy? Je te regarde d'abord toi en première. Ça fait longtemps que t'es pas venu. Ouais, ça fait très longtemps. C'est pour ça que Vous m'avez manqué. j'ai fait une blague de merde parce que j'étais un peu ému de ton retour. Oh, Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour c'est ça. trop chou. Parce que Ouais. tu n'es pas venu depuis le 9 Ouais. et on est ça doit là, être- c'est le 13. Mm. Ça fait trop longtemps. ça doit être trop. Et du coup, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Et ben, je vais vous parler de Man of Medan. Ah, trop bien. On est un peu joué ensemble. On va y revenir justement. Ok. Et toi, Cutrus, ton sujet du jour? Moi, je vais vous parler des adaptations, enfin plutôt des livres illustrés de François Barranger sur les œuvres de Cthulhu et donc de Lovecraft. Ok, un sujet qu'on a un petit peu déjà évoqué par ici. Très bien. Et vu qu'on est que 3 aujourd'hui, bah vous savez quoi, moi aussi je vais faire une chronique. Ah. Et je vais vous parler d'un jeu vidéo aussi. Je vais vous parler de Yooka-Laylee. Je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Non. Ah super. Et bah comme ça je vais tout vous raconter, tout vous dévoiler. Mais je commence pas à prendre la parole. Ce sera toi, d'abord Pitchy, qui va commencer. Cool. Donc on est parti pour la première chronique. Pour ce 13e épisode, je vais tout d'abord donner la parole à Pitchy, qui va presque nous emmener au cinéma avec ce jeu aux multiples issues. Raconte-nous ton ou tes histoires sur The Dark Pictures Man of Medan. Alors, au départ, moi, je cherchais un jeu un peu du type Until Dawn. Je sais que je vous ai parlé de Edith Finch la dernière fois. J'ai enchaîné sur comment il s'appelle le jeu là Heavy Rain, que j'avais adoré. Et en fait, je voulais continuer un peu dans ce style-là, mais avec un côté un peu plus horreur. Tu vois, donc parce que on arrivait sur la période d'Halloween et je me suis dit ça peut être cool. Et donc du coup j'ai trouvé ce jeu Man of Medan qui est sorti en août dernier sur toutes les plateformes. On peut le trouver sur toutes les plateformes et donc du coup c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'on incarne des personnages et le but c'est de faire des choix tout au long de l'histoire et nos choix vont avoir un impact en fait sur la fin et sur la survie de nos personnages. Et donc voilà, donc c'est d'ailleurs donc moi je l'ai commencé en solo, j'avais commencé un peu en solo, je l'ai trouvé un petit peu long sur le début. Et puis après toi Jordan, tu m'as rejoint et puis on l'a fait à deux parce qu'il peut être joué en multi, il peut être joué à 2 ou à 5. Et à 2 en fait l'avantage c'est que donc on est en coop et les personnages c'est le jeu qui nous attribue un personnage chacun et on joue. Ce qui est drôle aussi, c'est que on connaît pas les choix de son coéquipier. On sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Donc voilà. Donc en fait l'histoire en gros c'est que on se retrouve sur un bateau de la Seconde Guerre mondiale et ce bateau transporte quelque chose qui, je sais pas si je peux le dire tout de suite, mais en gros c'est un peu une arme chimique en fait qu'on va découvrir par la suite et du coup, cette arme chimique va se dissiper un peu partout sur le bateau et les personnes présentes sur le navire vont avoir des hallucinations et mourir d'une crise cardiaque. Sauf que nous, on vit leurs hallucinations et donc c'est ce qui rend le jeu vraiment qui donne un vrai côté horrifique en fait au jeu. Et alors déjà ce qu'il faut dire, c'est que moi j'ai trouvé, en tout cas, que l'ambiance était bien là. C'est-à-dire que on flippait par moments pas mal. Donc ça, c'était plutôt cool parce que c'était un de mes critères.
Et donc une fois qu'on a dépassé donc ce navire, tout ça, c'est là où on rentre vraiment dans l'histoire. On incarne donc il y a 5 jeunes qui vont essayer de justement faire la découverte d'une épave de cette Seconde Guerre mondiale, et au fur et à mesure, en fait, ils vont découvrir que il y a un trésor caché sur un navire, et ce navire, c'est le navire qu'on a vu en tout au début, et sur lequel justement il y a un gros poison qui s'est dissipé dedans, et donc voilà, donc l'histoire va commencer à partir de là. Le seul problème, c'est que je trouve que au tout début, on passe un peu trop de temps sur une histoire qui sert pas trop, en fait. Ça nous introduit un peu l'histoire, mais je sais pas, c'était, pour moi, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Jordan, mais c'était un peu long, quand même. J'allais te demander justement, qu'est-ce qui t'a dérangé dans ce début de jeu? En fait, le début de jeu, c'est je sais pas, c'est tout ce qui s'est passé déjà au tout début, quand ils vont, tu sais, il y a la plongée, il y a, c'est compliqué d'en parler parce que du coup ça veut dire que je spoil un peu, mais il y a toute une partie où les jeunes se retrouvent sur un mini bateau, en fait, à moteur, et je sais pas, on a dû passer 45 minutes, 1 heure dessus, quoi. Ouais, je dirais peut-être plus une demi-heure, mais ça va pas être rapide, mais après c'est peut-être juste la mise en place de l'histoire. Ouais, mais j'ai trouvé que cette mise en place était relativement longue, en fait. C'est ça le truc. Après, une fois qu'on est sur le bateau, c'est plutôt cool. C'est là où j'ai vraiment préféré. Est-ce que tu penses qu'on a eu la même histoire en jouant tous les deux, comparé à toi quand t'étais seul la première fois? Parce que j'ai l'impression que moi ça m'a paru hyper rapide, et vu que toi tu l'as vécu 2 fois, t'as peut-être eu 2 fois ce sentiment de... Ouais, non, en fait, je pense que la première fois, on vit vraiment toutes les scènes. C'est-à-dire que je vais avoir par exemple une scène sur le bateau avec 2 personnages, et après je vais avoir une autre scène dans l'eau, au niveau de 2 personnages qui vont plonger. Mais si tu te souviens bien, c'est que quand on y a joué tous les deux, en fait, j'ai eu qu'une seule des scènes et toi, t'as eu l'autre. Donc en fait, si tu veux, ça a raccourci un peu le truc. Ok, c'est pour ça que ça m'a paru moins long qu'à toi. Ouais, peut-être. D'accord. Et quand je l'ai rejoué en solo, c'est là où ça m'a paru le plus long quand même. Okay. Et donc du coup, faut que, c'était un peu plus long. Ce que t'as pas encore dit, c'est que, on a joué à 2. Il y a 2 façons de jouer à 2. C'est que nous, on l'a fait chacun chez soi. Ouais. Donc on a vécu des scènes en parallèle, comme tu dis. Alors qu'il y a aussi un mode canapé, ce qui s'appelle, où c'est jusqu'à 5 joueurs. Et là, j'ai pas encore fait. Je sais pas si je crois que c'est, en fait, tu te passes la manette. C'est ça. Donc c'est un peu comme si t'étais en solo, mais chacun a son personnage. Ouais, c'est exactement ça. Tu veux intervenir, Ketrus? Non, mais t'étais en train de répondre à ma question. Ah bah, super. Très bien. Ouais. Et du coup, je pense qu'en effet, moi ça m'a paru très court comme histoire, et justement parce que on a chacun un peu nos scènes. Et ce qui m'a peut-être un peu dérangé ou troublé, c'est qu'on a, comme tu dis, pas le choix sur nos personnages, mais au final, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal, mais d'une scène à l'autre, en fait, tu changes de personnage, donc... Ouais, c'est un peu déstabilisant des fois. En fait, voilà, t'as la scène qui se charge, et il y a écrit, joueur 1 est ce personnage, joueur 2 est cet autre personnage, et à chaque fois, ça recommence, et du coup, on n'est pas au même endroit. C'est un peu troublant, le fait de... Nous, on l'a fait en communiquant, je sais pas si c'était une bonne chose ou pas. Mais en tout cas, si on l'avait pas fait, ça m'aurait encore plus troublé, je pense, si on n'avait pas parlé. Genre, mais en fait, t'es qui, t'es où? Ouais. Mais t'es libre de tes mouvements quand même. Tu es libre de tes mouvements quand tu as ton personnage, mais du coup, tu peux avoir envie de donner un genre, pas un genre, mais un trait de caractère à ton personnage et vouloir le travailler. Et au final, tu changes juste après. T'es totalement une autre personne. Tu peux être le frère, tu peux être la petite amie, tout ça. Donc, je trouve ça déstabilisant sur l'appropriation en fait de l'histoire. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que les personnages ont chacun leur histoire, et là-dessus, effectivement, quand t'en as un, t'aimes bien généralement poursuivre avec, mais c'est plutôt chouette aussi de changer un peu, je trouve. Et donc nous, ce que disait Jordan, c'est que nous, on a pas mal communiqué et on savait vraiment pas comment jouer à 2 sur ce type de jeu, en fait. Enfin, moi, c'était la première fois que je jouais en duo. Mais je crois que c'est la première fois que ça existe ce genre. Mais je crois que Until Dawn, il le faisait pas comme ça. Non, Until Dawn, tu joues tout seul. Ouais, c'était tout seul. Et ouais, t'avances. mais je trouve ça plutôt cool, en fait. Parce que t'étais vraiment, alors faut vraiment être, attentif à l'histoire. Attentif à ce qui se passe, parce qu'on a des phases de QTE par moment qui surgissent de nulle part, et si on va pas assez vite,
c'est foutu. On s'est un peu foiré. Plusieurs fois, on s'est foirés tous les deux. Donc c'était assez drôle. Mais il y a une scène où on se faisait attraper par quelqu'un, on va dire, et genre, on voulait se débattre pour s'en sortir, et puis genre, ah merde, c'est à moi de jouer, j'ai pas vu. Enfin, là où tu poses ta manette en mode t'es au cinéma, tu fais, ah putain, tu paniques et t'as pas le temps d'appuyer sur le bouton, et du coup tu te fais attraper. Bon, c'est pas forcément toujours critique, on va dire, déterminant, mais enfin, je pense qu'il faut vraiment être tout le temps concentré avec la manette en main, et dire à tout moment t'as un bouton qui va s'afficher et tu vas devoir interagir, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'on a été trop pacifiste à un moment donné, en mode ok, bon, bah ça avance, ça défile, et bon, c'est un peu dommage. Mais du coup, tu peux te retrouver à différents endroits du bateau. Ouais. Et s'il y a une scène qui se lance pour un joueur, et si le joueur vient près de la scène, il rentre dans la scène aussi ou pas? Oui, c'est arrivé qu'on se croise dans certaines scènes. Ouais, c'est arrivé qu'on se croise sur certaines scènes, mais généralement, en fait, l'histoire, le jeu ce que j'ai compris de ta question, c'est savoir si nous on peut bouger et se retrouver au même endroit que l'un et l'autre, c'est ça que tu veux dire? C'est plus, des fois t'as des cinématiques ou ce genre de choses aussi qui se lancent ou pas? Oui. Ouais. Et du coup, je sais pas, imagine, t'es dans la cabine du capitaine, t'as une scène qui se lance et Jordan arrive avec son personnage au milieu de la scène, enfin au même endroit. Est-ce que toi t'as la cinématique qui se lance à moitié ou est-ce que comment ça se passe? Non, c'est les cinématiques se lancent toutes en même temps. Ce qui est un peu chiant, d'ailleurs. Ouais, ce qui est un peu chiant. D'accord, donc quel que soit l'endroit où tu es, tu as la même cinématique de quelqu'un qui est à l'autre côté. De l'autre côté. Ok, d'accord. Ce qui était pas top pour dommage, certains moments, ouais. Parce que vas-y. Il y a une action, par exemple, si un de nous deux veut faire une action, je sais pas parce qu'il y a des secrets à trouver. Et tout le monde connaît Jordan, la collectionneur. Voilà, le collectionneur. Et il suffit que, je sais pas, moi, je fasse quelque chose qui a un impact sur l'histoire, comment dire, la mécanique, enfin la cinématique se lance. La cinématique se lance et on va passer à la suite et puis il aura pas à récupérer ses secrets derrière, quoi. Ok. Ouais. Du coup ils sont obligés de synchroniser comme ça parce que sinon tu peux pas avancer, quoi. Le seul moment où t'es complètement bloqué, c'est que justement il y a une discussion et un joueur doit répondre. Du coup tu vois le personnage, enfin on va dire t'as le joueur 1 toi et t'as le joueur 2 qui est en train de répondre à une question chez lui. Du coup tu vois le visage de la personne, donc joueur est en train de réfléchir, de choisir, avec un regard complètement vide dans le personnage. Enfin c'est difficile à le représenter à l'oral, mais l'impression qu'il regarde un peu les quatre coins de l'écran en attendant, genre je suis en train de réfléchir pendant que le vrai joueur choisit, en fait. Et du coup tu sais pas quelle est la question, tu sais pas quelles sont les réponses et tu subis la réponse, et parfois c'est inversé. Et c'est les seuls moments où c'est vraiment bloqué en plein dialogue, en pleine discussion. D'ailleurs, ça m'a un peu choqué, ce regard de personnage complètement niais, en fait. C'est clair. Attends, on réfléchit pour moi. Attends 2 secondes. C'est ça. T'es en train de réfléchir et là tu vois le truc. On dirait quelqu'un qui t'écoute pas, qui t'entend pas, qui est un gamin qui est complètement inattentif alors qu'il est juste en train de réfléchir. Et vous avez fait ça sur PS4? Ouais, c'est sur PS4 qu'on l'a fait. Vous aviez une partie et vous parliez dans la partie comme ça. C'est exactement ça. Mais si t'as pas de partie, tu peux discuter avec les gens quand même dans in-game ou pas? Je ne pense pas. Je pense que c'est non. Justement, je sais pas comment ils ont créé leur expérience. On l'a fait comme ça machinalement. Ouais. Mais est-ce que ils ont fait en sorte que tu puisses communiquer ou pas? Parce que clairement, on peut un peu se pourrir, mais tu pourris un personnage que tu vas peut-être jouer dans la scène d'après. Donc le but quand même, c'est vraiment un slasher où à la fin tout le monde ne reste pas forcément en vie, et il faut faire en sorte de protéger un peu tes personnages. Il y a des moments où tu fais des erreurs et nous on a eu des morts, quoi, sans trop. On en a eu 2, ça va 2 sur 5, ça va. On a perdu 40% de on en a le dernier qu'on a perdu, c'était quand même à vraiment 10 secondes de la fin, quoi. On était un peu dégoûtés. D'ailleurs une fin que je sais pas ce que t'as pensé de la fin sans raconter ce qui s'est passé, mais dis-le clairement. J'étais très, très déçue. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. En fait, je pense que c'était le moment où on a vécu le plus d'émotions dans le jeu aussi. C'était, t'as comme un boss qu'il faut que, voilà, et tu te bats contre lui, et donc faut aller très vite. Il y a toujours cette histoire de QTE, donc faut vraiment gérer aussi derrière, et je pense que c'est pour ça qu'il est mort d'ailleurs, le perso. Je te l'ai jamais dit, Jordan. Je l'apprends comme ça là, en plein enregistrement. J'apprends que c'est de ta faute qu'on a perdu. C'est de ma faute. D'accord, ok. Je comprends mieux parce que j'avais fait, je pense, quelque chose qui me paraissait utile pour la survie de ce personnage. Je voulais pas te le dire sur le moment, mais je crois que j'ai passé puis rapidement sur le carré. Okay. Et en fait, la fin, notre fin, donc on a eu un personnage qui est malheureusement décédé. Un deuxième à ce moment-là. Et puis après, on switch sur un truc genre, tout se passe bien et tout se finit.
et point. Mais Ok. la transition était Mais trop brute. trop D'accord, violente, c'est- ouais. Genre En fait, je sors du bateau, tout le monde est là, il fait beau, il fait jour et On se parlait, mais non, c'est pas être la fin. Là. Enfin, il manque des trucs à l'histoire. Oui, Enfin, c'est pas on commençait à possible. être à fond dedans. Il y avait, enfin voilà, c'était un Et- peu, on était assez pris par le truc quand même. Bah, c'est déjà bon signe. Mais combien Ouais. de temps du coup? j'ai plus de 2h30. 3 Ouais, heures, j'aurais non dit 3 heures. Ah Trois ouais, heures. c'est tout. Mais l'avantage, c'est quand même que tu peux rejouer. Tu peux refaire ton histoire différemment. Tu peux. Voilà. Ah oui, en fonction des choix que. Voilà, tu prends, c'est ça. Ouais, c'est vachement intéressant. Donc les fins sont différentes. Et, Oui, je sais pas combien il y a de fins. Moi, je sais que la première fois où je l'ai fait en solo, les choix qu'on a fait ensemble étaient différents. Et donc, du coup, le petit blond, là, insupportable, il était encore en vie à ce moment-là. Ça, c'est D'accord. bon signe, c'est-à-dire que les personnages sont bien écrits. Ouais, non, il y en a, Globalement, ça va. ils ont tous leur caractère, ils sont tous... voilà. Ouais. Mais ouais. Mais sinon, je pense que l'expérience à deux, franchement, c'est un truc à faire. C'est C'est plus vraiment sympa. drôle. Enfin, c'est vraiment drôle. On communique beaucoup, on est vraiment plus à fond dedans et par moments, en fait, ces phases d'hallucination des personnages aussi, faut vraiment. Enfin, heureusement qu'on a communiqué un moment ensemble parce que sinon, on allait avoir un troisième mort, quoi. C'est vrai. C'est possible. Et donc du coup, bah non, franchement, c'était vraiment cool à faire. Et d'ailleurs, on envisage de faire un deuxième round. Ouais, du coup, en Pour, inversant la personne qui crée la partie pour avoir Voilà. l'opposé, donc comprendre ce qu'a vécu l'autre. Puis avoir les trophées aussi. Et alors les trophées, Alors. oui. Alors déjà, faut le finir au moins 3 fois, une fois en solo, une fois en mode online et une fois en mode canapé. Et en plus, il y a de la collecte, mais je pense que c'est, on va dire, très optionnel. Je pense que je le ferai si jamais j'arrive à accrocher la deuxième partie. Mais oui, c'est le côté, ouais, c'est ces histoires à revivre différemment. Peut-être essayer de sauver tout le monde, peut-être essayer de tuer tout le monde aussi à un moment donné. Ça peut être marrant. Il y a pas un trophée marrant, pour ça? je sais pas. Ouais, peut-être. J'ai même pas regardé encore pour l'instant. Tu penses que ça se finit comment à ce moment-là? Genre, Bah, je sais pas, t'as un plan du bateau au loin, il y a un dézoom, il se passe, enfin, je sais pas, fin, merci d'avoir joué. J'en sais rien. ouais, non, mais non, il est cool. Et donc, du coup, il y a ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'à la fin, toute fin, quand on passe le générique, on a le teaser du prochain qui va sortir. Et je crois, que ça s'appelle Little Hope et qui sort en 2020. Et donc, en fait, c'est une suite. Enfin, c'est pas vraiment une suite, mais c'est un deuxième jeu un peu exactement dans le même style, en fait, horror, survival horror, avec le choix des personnages et tout ça. Et que bien évidemment, bah, je pense que je testerai. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas une trilogie qu'ils voulaient faire à la base, je sais Si, plus. C'est ça, d'accord. si, c'était une trilogie. D'où The Dark Pictures, ça c'est le nom. Exactement, d'accord, l'anthologie. Ok. Ouais, bah très bien. Et du coup, est-ce que t'as envie de te le faire en mode canapé pour voir passer la manette? Ah, ça peut être marrant à faire, je pense. Après, je sais pas trop. Est-ce que c'est plus marrant de jouer vraiment à deux quand on est... Parce que, ouais, je sais pas, on n'a pas les mêmes scènes à chaque fois et des fois, c'est assez... Enfin, je sais pas, tu vis peut-être mieux le truc à deux que à 5. Ouais. Ou t'es peut-être un peu plus dispersé, enfin, je sais pas trop. Après, ça peut ouvrir des débats, hein, je pense. J'ai l'impression qu'en mode canapé, c'est plus sympa quand tu découvres le jeu la première fois. Ouais, et peut-être. qu'après, il faut le faire en mode online où justement c'est plus court. Tu revis un peu le truc différemment, mais de manière plus rapide. À tester. Bon, très bien. Eh bien, merci de nous avoir parlé de The Dark Picture Man of Medan, donc comme tu disais, qui est dispo depuis le mois d'août de cette année 2019, et avec Little Hope qui arrivera en 2020, et c'est déjà dispo un peu partout sur PC et console, et je crois que c'est autour d'une trentaine d'euros, 25-30 Oui, je euros. crois que c'est ça. Très bien, merci beaucoup. À mon tour de faire une chronique pour la première fois au bout de 13 épisodes de Contrecast. Allez! Si on avait été un peu plus nombreux aujourd'hui, ça aurait peut-être été juste un coup de cœur, mais finalement j'ai envie de vous offrir une chronique entière tellement je suis tombé sous le charme de ce deuxième ukulele. Donc vous me disiez que vous connaissez pas Non, du tout pas du ukulele. Comment ça s'écrit d'ailleurs parce que... Et bien c'est écrit donc Yuka, Y2OKA, Layli, L-A-Y-L-2-E. Ok. Pas compliqué du tout. Non, du tout. Mais du coup, je vais quand même vous expliquer un peu pourquoi on est arrivé là. Donc, qu'est-ce que Yooka-Laylee? Donc, c'est en fait, c'est des anciens de chez Rare qui ont créé ce jeu. Donc, Rare, je pense que vous avez connu Donkey Kong Country, Oh, bah, évidemment. Killer Instinct aussi entre autres. Mais bon, c'est un peu, je m'égare. Il y a aussi eu Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie sur 64, là où Donkey Kong était encore à l'époque sur Super Nintendo. Et depuis Banjo-Tooie, il s'est rien passé. Donc la seule chose qu'on a vu un peu récemment, entre guillemets, c'est enfin, pourquoi ça a été popularisé ce duo Banjo-Kazooie, c'est qu'il a été remis devant de la scène dans Super Smash Bros Ultimate, puisque ce sont des nouveaux personnages qui sont apparus en septembre dernier. Mais pour revenir vraiment sur l'histoire de ce Yooka-Laylee, à la base, en fait, c'est en septembre 2012, il y a des anciens de chez Rare qui se sont réunis et qui ont créé un pseudo Twitter qui s'appelle Minji Diongo, qui est un des personnages de Banjo-Tooie, que je ne connais pas, je n'ai pas fait d'ailleurs, mais petit détail. Et ils ont annoncé leur intention de faire une sorte de suite, un successeur spirituel à ce Banjo-Tooie.
Donc on a retrouvé des grands noms du jeu vidéo. Il y avait du Grant Kirkhope, il y avait qui lui est plutôt au niveau qui a composé les musiques. Il y avait Steven Hurst qui lui est dessinateur, qui a travaillé sur Banjo-Tooie, et ils qui ont été donnés comme participants à ce projet qui allait arriver. Donc là, septembre 2012. On passe en avril 2014. Il s'est rien passé entre temps, ou pas grand chose de notable, et il y a un fan qui a été sur le site Reddit pour demander à Grant Kirkhope des nouvelles du projet, et il a dit laisse tomber, c'est abandonné. Ok, quel dommage. Et puis un peu plus tard dans l'année, donc en décembre 2014, tout début 2015, janvier 2015 aussi, il y a depuis cette longue période d'inactivité, il y a le compte Mingi Jongo qui a envoyé une sorte de message sur Twitter pour on va dire, teaser un peu un redémarrage du projet, et en parlant d'une date, le 12 février 2015, donc pas très longtemps après. Et là on se dit, bon, peut-être qu'un truc va arriver. Et le 10 février 2015, donc 2 jours avant, il y a 6 anciens employés de chez Rare qui ont annoncé la création du studio Playtonic Games, et où ils travaillent sur un projet avec un nom de code, le projet Ukulele, comme le nom de la guitare. Je vous laisse faire le rapprochement avec le nom du jeu final. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je me suis intéressé un peu à cette licence, à cette création de studio, parce que je me dis ça y est, là ils ont vraiment créé le studio, donc c'est quand même bon signe, ils vont faire un truc. Donc ça va être un jeu, une sorte de vraie suite à Banjo-Kazooie, un jeu que j'avais adoré. Et en fait un peu plus tard, donc le 30 avril 2015, il y a IGN qui a dévoilé le nom des personnages, donc les fameux Yuka et Laylee, qui ont donné, c'est 2 personnages qui donnent le nom du jeu, et ils ont annoncé dans la foulée, donc au fait, on lance un Kickstarter demain, le 1er mai 2015. Et ce Kickstarter, il demandait 175 000 livres, donc ce qui est pas énorme. Ouais, c'est pas... C'est raisonnable. Ouais, mais pour un développement de jeu, c'est pas... C'est ça, ouais. Sachant que ils avaient pas des ambitions totalement folles, et ils se sont dit, bon bah on est des anciens de chez Rare, les gens qui ont aimé la plateforme à l'époque devraient nous faire confiance. Et ça tombe bien, puisqu'il y a 73 206 personnes qui ont donné de l'argent pour réunir 2 90 104 livres. Ah ouais, quand même. Donc c'est plutôt cool. 73 000 personnes, 2 c'est millions. ça, ouais, okay. Dont je ne fais pas partie. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai quand même suivi le jeu, le développement, en me disant c'est sûr que je vais le faire Day One. Et c'était presque le cas. Et donc pour vous expliquer un peu le concept de ce jeu-là, donc c'est un platformer 3D qui a été fait, donc comme je disais, par les anciens de chez Rare, qui a pour particularité donc d'avoir ce duo de personnages où comme depuis le début de Donkey Kong, où chacun avait ses facultés, là c'est un peu plus visible, on incarne vraiment un personnage et l'autre qui est plus un sidekick. Et donc là en fait Yuka c'est un caméléon vert et Laylee c'est une chauve-souris violette avec un gros nez rouge, un peu comme un clown. Et en fait ils se sont pas mal inspirés à l'époque déjà comme Banjo-Kazooie de Super Mario 64 qui est le meilleur jeu 3D de son temps, puisqu'il a un peu inventé la plateforme 3D. Je dis le meilleur jeu de plateforme en 3D, pardon. Et dans le sens où en fait pour entrer dans un niveau dans ce Mario on rentrait dans des tableaux, et donc là c'est un peu pareil avec des livres, donc on sent vraiment l'inspiration. Et au final donc ils ont développé ce projet donc qui était annoncé pour octobre 2016, et la particularité aussi de ce jeu c'est que les personnages non joués, les PNJ, c'est un peu des objets avec des yeux, donc genre t'as un panneau avec des yeux qui bouge la tête, qui dandine pour dire viens me voir, je sais où est le prochain niveau entre guillemets, des choses comme ça. Et donc ils ont annoncé octobre 2016, et là, hop, ça sort un peu plus tard, en avril 2017, le premier jeu, ce premier Ukulele, qui est vraiment très très inspiré de ce Banjo-Kazooie, donc en 3D, avec ces mêmes problèmes de caméra, donc c'est hyper chiant à jouer quand on n'est pas familier avec le genre. Clairement, je pense que c'est très difficile de jouer à ce jeu de plateforme si on n'a jamais connu le genre auparavant, donc moi ça m'a pas trop dérangé, mais je pense que ça dérangerait les plus jeunes, on va dire, ou ceux qui n'ont pas connu à l'époque. Et c'est vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on doit se déplacer dans des niveaux qui sont assez cubiques, mais il n'y a aucun plan, aucune indication, on te dit va chercher les objets à droite à gauche. Tu dois te démerder, quoi. Et un jeu sans plan, c'est très bizarre, surtout en 2017 à l'époque. Ouais. Mais ça va pas empêcher de le faire et comme tu dis au début Pitchy, de faire à 100%, de collecter tous les objets. Mais il y avait quand même un truc qui fait que il y avait le charme de l'époque, mais je me suis fait violence pour arriver au bout. Donc c'était pas vraiment le succès espéré ce qu'on aurait aimé, quoi. Mais bon, je l'ai fait, c'est passé. C'est quoi qui t'a justement un peu bloqué? C'est ce côté peut-être trop old school, justement. Ça marchait à l'époque, ça marchait moins bien en 2017, je pense. Mais bon. Bon, c'est pas grave, ça restait une belle expérience quand même, donc c'est plutôt cool. Ils ont fait un univers très sympa, donc c'est cool. Il y avait notamment l'apparition d'un autre PNJ, Shovel Knight, qui est un gros jeu indé à succès de ce moment-là, parce qu'ils avaient un partenariat avec
les développeurs Yacht Club Games. Et Shovel Knight, c'est un de mes jeux préférés d'il y a 3-4 ans. Donc j'étais très content de le retrouver. Je me dis c'est cool, il y a plein de petits clins d'œil quand même. Et puis évidemment au clin d'œil au jeu de l'époque. Donc ils sont quand même arrivés avec un produit abouti, fini. Ils avaient fait un petit collector avec une cartouche Nintendo 64, non jouable évidemment, mais enfin bon, c'était quand même assez fun. Et voilà, donc l'histoire aurait pu s'arrêter là. Donc c'était un jeu qui a moyennement été bien reçu par la critique, on va dire, de part de son côté beaucoup trop ancien, beaucoup trop old school pour aujourd'hui. On aurait aimé peut-être plus d'assistance, plus de choses à droite à gauche qui font que bon. Mais ils sont pas arrêtés là et c'est avec surprise, en tout cas j'avais un peu moins suivi leur projet, qu'ils ont annoncé un peu plus tard donc le Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Et donc ça, pour le coup, ils ont vraiment reviré de leur développement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un autre Banjo-Kazooie, ils ont fait un autre Donkey Kong. C'est-à-dire qu'ils ont conservé leur moteur 3D, mais le jeu était en 2D. Donc c'est des niveaux de droite à gauche, ou l'inverse, ça dépend, mais vraiment très encore plus old school qu'avant. Donc comme s'ils avaient bouclé un peu ce développement, ils ont fait 2D, 3D, ils revenaient à 2D. Et là, pour le coup, le charme agit beaucoup mieux. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Puisque, alors déjà, faut savoir que on commence. Alors, il y a un comparatif qui se fait avec Zelda Breath of the Wild. Vous allez me dire, mais quel rapport ? Tout simplement parce qu'on commence par le boss de fin. Ou alors, en tout cas, il est accessible très vite. Et donc, au début, on le comprend pas trop. On a ce boss, donc je bats le boss. Faut le toucher 3-4 fois, donc c'est assez facile, ça va. Et s'enchaîne un niveau qui est hyper dur. Je me fais toucher, je meurs, je fais non mais attends, je suis trop nul. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer. Je recommence et je vois qu'il y a écrit, je sais plus, niveau terminé 10%. Je suis ok, bon c'est pas grave, je recommence et je me fais toucher un peu plus loin, mais je meurs direct. Je me dis mais merde, c'est pas possible. Et en fait, après je lis ce qu'il y a écrit à l'écran, c'est important de lire quand on vous donne des indications dans les jeux vidéo. Et là, je viens de comprendre. En fait, je me fais toucher parce que j'ai pas de points de vie et pour recueillir des points de vie, je vais devoir sauver les différentes abeilles du jeu. Ah d'accord. Et tu fais ok, et je apprends qu'il y en a 48 en tout, et là je fais ok, donc là je vais revenir avec 48 points de vie. Ok, donc je suis pas si nul que ça, c'est juste que en fait j'avais pas compris qu'ils ont commencé par la fin. Et elles font hey listen. Les abeilles ou pas? Non, okay. J'ai pas la ref. Ouais, c'est Zelda aussi. Non, du tout. C'est parce que j'ai une voix trop grave, c'est ça? C'est peut-être ça, ouais. Il n'a pas la même voix que les abeilles. Et ouais, bref, mais non, c'est le comparatif s'arrête ici en fait, juste au fait parce que tu peux, je pense, le speedrunner. Et d'ailleurs, je serais curieux de voir des gens qui le speedrun dès le début. J'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est possible parce qu'il y a des fous. Mais bref, je l'ai terminé, il me restait 5 points de vie, donc j'en ai perdu 43 sur la route quand même. Et bon. Oh putain. Et après, bon, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Donc on apprend qu'il y a ces 48 abeilles. On se rend compte au fur et à mesure qu'il y a, en fait, c'est un espèce de plan qui est en 3D. On se déplace un peu comme un plateau de jeu, donc vu de haut et on interagit sur les différents niveaux, donc les différents livres. Il y a que 20 niveaux qui sont jouables 2 fois, ce qui fait 40 abeilles. Donc pourquoi jouable 2 fois ? Parce qu'en fait, il y a 2 façons d'appréhender le niveau. Et chacun des niveaux a une mécanique un peu différente. Donc on va dire que le premier niveau il est un peu classique, on avance de gauche à droite, machin. Et pourquoi on va le refaire ? Parce qu'à un moment donné, dans le plan, on va ouvrir une porte qui, elle, va donner accès à un courant, à une espèce de rivière, qui va rentrer dans le livre, et là on va refaire le même niveau avec plus d'eau en fait. Donc là où les plateformes sont fixes, bah là en fait elles vont être flottantes dans la façon de rejouer. Donc un coup c'est ça, un coup c'est du miel qui a imprégné le niveau, un coup c'est du feu, etc. Donc, en fait il y a toujours 2 façons de jouer le niveau, et ce qui est assez appréciable parce qu'on refait le même univers mais différemment. D'accord. Donc ce qui est un petit peu dommage graphiquement, c'est que les niveaux sont un peu creux, un peu clairs. Il n'y a pas tant de détails et de décors que ça, mais quand même on sent bien une différence entre les 2 façons de jouer dans le niveau. Donc là vous me dites 20 niveaux, c'est cool, mais ça fait que 40 abeilles. Où sont les 8 autres ? Eh bien elles sont cachées dans le décor, ou tout simplement parfois il y a une sortie supplémentaire dans certains niveaux. On atteint un autre endroit de la carte, et là il y a une abeille cachée, enfin bref. Des petits détails comme ça qu'on aurait pu retrouver à une époque d'un Mario, d'un Donkey Kong ou autre. Il y a aussi un truc qui est très très proche d'un Donkey Kong, par exemple pour vous expliquer un peu si vous l'avez connu à l'époque sur Super Nintendo. Parfois, donc là on ramasse des plumes dorées. Là où on ramassait des bananes dans Donkey Kong, et parfois il y a une plume qui se balade un peu dans le vide. On fait c'est bizarre, et à un moment où on saute dans le vide pour l'attraper, là il y a un tonneau qui nous projette ailleurs dans le niveau, qui nous emmène à l'opposé du niveau, etc. Donc on retrouve vraiment les clins d'œil qu'on a connus à l'époque de la Super Nintendo, ce qui est très très cool. Après donc c'est pareil que Donkey Kong, on a 2 personnages, si on se fait toucher, il y a la petite chauve-souris qui tourne autour de nous, et si on veut la récupérer, c'est comme notre seul point de vie en fait. Bon, évidemment c'est assez simple, simple. C'est globalement simple dans les niveaux, je parle pas du boss encore pour l'instant, mais on prend plaisir et ça se fait relativement vite, je trouve. Enfin, je pense que j'ai fait une dizaine d'heures pour à peu près 12 heures pour tout parcourir. Et là maintenant je vais retourner sur nos boss de fin, je vais évidemment le défoncer puisque j'ai 48 points de vie.
Et là, j'en ai chié. C'est ultra dur. Franchement, il faut, je pense, un certain niveau en plateforme. J'ai dû le faire une quinzaine de fois peut-être, je sais plus. Sachant que on apprend de nos erreurs, on sait ce qu'il faut faire, à quel moment et tout. Donc, on perd au début, je sais pas, la première fois, j'ai dû perdre au bout de 40% du niveau. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, j'ai terminé, il me restait 5 points de vie. Donc, évidemment, j'ai appris, je me suis fait violence. Enfin, c'est une demi-heure à chaque fois le niveau. Enfin, ça commence par 20 minutes, ça finit par une demi-heure. Et c'est ultra long d'être concentré aussi longtemps. C'est vraiment fatigant et frustrant, mais pour moi, c'était un défi de le finir, quoi. J'ai failli abandonner, hein, mais quand tu dis, ouais, il me restait 5 points de vie, ça veut dire qu'à chaque fois que tu perds vraiment tes points de vie? En fait, tu progresses dans le niveau. Alors évidemment, c'est vraiment, je rappelle le titre du jeu, hein, c'est The Impossible Lair, donc le repère impossible, et ça porte très bien son nom parce que c'est il faut un timing assez parfait, presque parfait en tout cas, sur les plateformes, des plateformes qui se retournent, un coup c'est des pics, un coup c'est une plateforme, en alternance une sur deux. Après, t'as des trucs qui traversent l'écran, faut les éviter. Donc, en fait, si tu te fais pas toucher, t'arrives à la fin avec 48 points de vie. Mais évidemment, tu te fais toucher plein de fois. En tout cas, c'est mon cas. Et du coup, une fois tu te fais toucher, puis tu tombes dans le vide, donc tu perds 2 points de vie. Ah, ok, j'ai compris, d'accord. En fait, considère que tu commences ton niveau avec 48 points de vie et tu peux te faire toucher 47 fois, voire 48 fois parce que arrivé à 0 points de vie, tu perds ta chauve-souris et tu peux la récupérer. Mais autant te dire que j'arrive jamais à la récupérer quand je me fais toucher, donc c'est quasi impossible. Et pareil, le boss, il a des différents patterns qui sont plus ou moins simple à maîtriser, mais au bout d'un moment, quand tu l'as fait plein de fois, c'est quand même plutôt cool. Tu y arrives, mais c'est vrai que voilà, c'est assez éprouvant, j'ai trouvé comme jeu, et je pense même trop dur. C'est vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est que ce niveau de fin, faut le mériter, quoi. Donc je suis assez fier d'avoir terminé, mais en fait, je me dis, mais est-ce que j'aurais pu le terminer dès le début? Enfin, évidemment, c'est impossible. En fait, j'ai tout fait dans le jeu, sauf un truc qui n'est pas autorisé pour les trophées, c'est de finir sans se faire toucher. Jamais je tenterai ça, quoi. J'y crois absolument pas, quoi. Et bref, en tout cas beaucoup de clins d'œil, de trucs cachés comme ça, et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup accroché à ce jeu de plateforme qui m'a rappelé de très bons souvenirs. Et tu as joué sur quelle plateforme? J'ai joué sur PS4, il est aussi sur Switch et PC, mais je sais pas si ça tourne bien sur Switch, j'espère, mais j'étais content de le faire à la maison, j'aurais pas fait ça dans le métro. Ouais, dans le métro, je pense que ça aurait été... Tu fais bousculer à une station, tu perds 2 points de vie bêtement, je pense que j'aurais tué les gens. Oui, Allez. Mais l'infective évidemment, du regard, j'aurais tué. Les gens auraient compris, je pense. Je pense que les gens auraient compris, j'espère. De toute façon, je l'aurais dit à la police à ce moment-là. Mais... Bref. En tout cas, ouais, c'était très très cool comme expérience. Très frustrant parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai passé une douzaine d'heures à faire les 20 niveaux du jeu plus tout le décor, etc. Et j'ai passé autant de temps à faire le boss, quoi. Ouais. Donc en fait, ça m'a un peu gavé à la fin, mais je me dis, ok, allez, au mérite, quoi. Donc je suis fier de l'avoir terminé, mais si t'aimes pas la plateforme, jamais je te recommanderais un jeu comme ça, en fait. Je pense. Ouais, c'est bizarre. T'en parles comme un très bon jeu, mais qui fait souffrir, quoi. En fait, si on exclut le boss de fin, c'est un jeu vraiment top. C'est super cool. D'accord. Mais la souffrance finale est-elle méritée? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je sais pas. Ok. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié et je suis content qu'ils aient justement bouclé la boucle de passer de Donkey Kong à la Banjo-Kazooie pour un jeu 3D et de faire un Yooka-Laylee 1 en 3D et revenir en 2D, toujours avec le même moteur 3D, mais là vraiment c'est la nostalgie qui a fonctionné, là où le précédent titre ça avait un peu moins bien marché selon les gens. Donc là, j'ai regardé justement les critiques de la presse et c'était beaucoup mieux noté que le premier, quoi. J'ai pas les notes en tête, mais on va dire que c'est plus du 16/20 pour celui-là versus 11 ou 12 pour le premier, quoi. Ah oui, quand même. Je pense que c'est un truc comme ça. Donc un Kickstarter qui au final a donné non pas un mais 2 jeux. Je sais même pas s'il avait annoncé, j'ai pas assez bien préparé, mais est-ce qu'ils avaient prévu de faire déjà ce deuxième jeu ou pas? Mais en tout cas, le premier s'est retrouvé assez vite bradé, même gratuit, je crois, sur je sais plus quelle plateforme, mais plusieurs fois. Et là, celui-ci mérite beaucoup plus votre attention, quoi. Surtout si vous aviez aimé les Donkey Kong là. Ah oui, non, les Donkey Kong, ça c'était pas un problème, mais le côté, en fait, c'est le côté super difficile, en fait, qui me ralentirait peut-être un peu. Alors je sais pas si j'aurais la patience aussi, en fait. Je sais pas trop. Ouais, mais en tout cas, la plateforme, ça fait partie de mes genres préférés. Je me considère pas comme un joueur novice, on va dire, à ce niveau-là, mais je pense quand même que si t'es pas un minimum sensible aux jeux de plateforme et si t'aimes pas mourir bêtement, ne joue pas à ce genre de jeu, quoi. Voilà. Que Trus, toi qui le moins jeune de la table, comme souvent. Est-ce que tu t'avais connu les Donkey Kong à l'époque? Oui, je me rappelle les Donkey Kong. Non mais on jouait avec des petits bouts de carton. Alors je te parle de 1994. Ah oui, pardon. Voilà. Ah, pas ça. On n'avait pas encore l'euro, mais on avait quand même des consoles et des écrans de couleur. Donkey Kong et Diddy Kong là? Ouais, par exemple. Non, j'ai jamais joué. D'accord. Ouais. Okay. En fait, il y a eu Donkey Kong le premier où t'incarnais Donkey
et Didi. Après il y avait le deuxième, c'était Didi et Kiddy. Après il y avait Kiddy et Dixie. Enfin, en vrai, à chaque fois les personnages étaient un peu différents. Donc je me souviens plus trop du rapport entre les deux personnages dans le premier, mais dans le deuxième il y avait la fille qui permettait de prolonger les sauts avec sa coupe de cheveux. Un peu comme Sonic, là. Un peu comme Tails, c'est ouais, ça, dans dans Sonic, Tails, exactement. dans Sonic. C'est vrai. Et le troisième, c'était le bébé qui était gros, donc lui qui était plus fort, qui s'aplatissait par terre pour écraser les ennemis, ce genre de choses. Ouais. Du coup, il y a toujours cette mécanique différente entre les deux persos qu'on pouvait incarner. Là, on incarne que un seul des persos et l'autre, c'est vraiment l'assistant, on va dire, quoi. Mais ouais, c'est un jeu qui m'a vraiment plu, qui sera à coup sûr dans mon top 5 de l'année. Écoute, moi je suis très curieuse de ce truc-là. Peut-être que je ferai la partie plateforme et pas le boss, tu vois. Bah, c'est la moitié du jeu. Enfin, en temps, pour moi, c'était la moitié, mais le boss, enfin, mais je te dis, je suis pas assez patiente pour faire ça. Franchement, je rentrais tous les soirs, la semaine où je l'ai fini, je me dis, allez, ce soir j'y arrive, et je faisais 2-3 runs en fonction de mon état de forme. Et j'y arrivais pas, et bon, ça fait une semaine que je l'ai terminé au moment de l'enregistrement, mais quand je l'ai fini, j'ai posé ma manette, j'ai vraiment relâché tous mes muscles qui étaient tendus depuis mes 4 ou 5 runs d'avant. Je me suis posé, je me suis dit, putain, ça y est, je l'ai fait. Et bon, alors j'ai en plus... Non, ça donne envie. Ah, ça donne envie. Non, mais je te dis, c'est... J'ai adoré, pour le coup, vraiment, mais enfin... J'avais synchronisé le trophée platine de ce jeu avec mon compteur de trophées, c'était mon 10 millième trophée. Allez. Donc je me dis allez, j'ai cet objectif de me dire ouais, je vais y arriver, ça va être un truc trop bien, et en plus c'est mon 10 millième, ce qui sert à rien, vraiment, faites pas ça chez vous. Mais j'étais content de dire ok, c'est mon 10 millième trophée, c'est mon 200 et quelquième platine, et voilà, c'est vraiment le 10 millième, quoi, c'est un truc, il faut que j'y arrive, quoi. Et vu que j'arrivais pas le week-end dernier, j'étais en train de me dire mais non, c'est pas possible, je vais passer à un autre jeu, puis tant pis, je le ferai plus tard. Et je lui dis mais non, enfin j'avais vraiment l'ange et le petit diable, quoi. Mais oui, allez, profite de ton jeu, on s'en fout. Non, tu dois absolument le faire. Et voilà, et je me suis fait violence et j'ai réussi au bout de quelques heures. Bravo. Voilà. Eh ben merci, Bravo. je félicite tous les gens qui le font parce que c'est un peu chiant, quoi. Mais bref. Mais c'est très bien. Franchement, c'est un jeu super bien. J'ai adoré. Et en plus c'est déjà dispo partout évidemment. Donc je te sens admiratif et partagé en même temps, je sais pas quoi. Ouais, parce que je suis pas un joueur de jeux de plateforme en fait, donc je suis pas. En fait, j'arrive pas à projeter mon plaisir dans ces jeux-là, c'est pour ça, quoi. Pourquoi j'aime la plateforme à la base? Parce que je suis né avec Super Mario Bros, le premier sur Nintendo, et du coup c'est un peu resté dans mes genres préférés. Alors ça n'empêche pas de changer, d'évoluer, hein. J'aime aussi d'autres genres de jeux, mais c'est un truc, je sais pas, c'est un défi constant que j'ai dans ce genre de jeu où je me dis si ça a été fait, c'est possible, et s'il y a d'autres qui ont réussi avant moi, c'est que je peux le faire, quoi. Et après je meurs bêtement dans plein de trucs et je m'énerve et tout, mais enfin je m'énerve. Je pense que ce jeu m'a fait enrager un peu comme un Blasphemous plus récemment aussi, enfin dans les mêmes même année. Mais c'est des jeux où je me dis putain, mais j'ai envie d'y arriver, quoi, et je vais me faire violence et je vais y arriver, et du coup ça m'énerve un peu, ça me stresse, et après je retombe et je redescends évidemment, mais je pense pas à ça toute la journée, mais je me dis il faut que je le fasse ce soir, il faut que je recommence, et quand tu arrives t'es content. Donc ouais, c'est ce genre de jeu, voilà, là je suis super fier, et j'ai plus envie de le relancer, mais jamais, quoi. T'as même plus envie de le relancer. Supprimé Ouais. de la play, quoi. Bah après c'est un jeu de plateforme, donc c'est pas un jeu que tu dois relancer, enfin j'ai tout fait dans le jeu, si ce n'est finir le jeu sans se faire toucher. Mais ça, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, quoi. J'ai le choix entre jouer en 2020 ou faire ça. Donc voilà, je vais jouer en 2020 à d'autres jeux. Donc non, je peux pas le refaire. C'est pas possible. Mais je prendrais plaisir à regarder des gens le faire, des psychopathes qui vont vraiment le faire. Ouais, je regarderais peut-être des speedruns sur je suis très très curieux de voir des speedruns de ce jeu-là. Et je pense que si le mec il meurt au troisième tir, ce qui est assez paradoxal, c'est que en fait, j'ai pas décomposé le niveau de fin, mais c'est le boss, un petit niveau, le boss, un petit niveau, etc. En fait, on croise 4 fois le boss et il y a 4 petits niveaux. Et la deuxième partie deuxième niveau, en fait, m'a vraiment fait perdre le plus de points de vie et plus de patience aussi. Alors que le troisième et quatrième, mais j'ai roxé, quoi. J'ai besoin que 2 ou 3 fois pour le faire. Alors que le deuxième, mais je perdais 30 points de vie, 30-35 sur les 48, c'est énorme, quoi. Donc quand j'arrivais avec 30 points de vie à la fin du deuxième niveau, je suis ok, là je peux finir. Il m'a fallu 2 essais à la fin pour réussir, donc j'étais plutôt content. Bravo. Bref, j'ai trop parlé, mais pour résumer, donc c'est Yooka-Laylee and the Impossible Lair, donc je vous ai parlé de toute la saga et comment on arrive à là, et c'est déjà disponible, et ça vaut même pas 30 € je crois sur PS4, Switch et PC, et il faut le faire, surtout si vous aimez la plateforme. Il est né le 28 septembre 1970 à Hermont. C'est un illustrateur, concept artiste et écrivain français. Mais plutôt que de parler de la vie de François Baranger, Quetrus, peux-tu nous parler de certaines de ses œuvres? Oui, mais je voulais aussi parler de sa vie, en fait. Ah bah écoute, parlons de sa vie alors, sa vie, ses œuvres. Quetrus, non pardon, François Baranger. Baranger, ouais.
Et en fait, il est né en 70, bravo, Herman, c'est très important. Merci Wikipédia. Il est plus vieux que moi, et ça, faut le noter quand même, je le remercie pour ça. Ah, j'aurais dû faire mon intro là-dessus. Bon, tant pis, c'est grave. Ouais, on va venir au sujet de la chronique, mais oui, il a commencé en tant que graphiste en fait dans le jeu vidéo. Puis après, il est très vite devenu concept artiste dans plusieurs domaines en fait dans le jeu vidéo. Notamment, il a bossé pour Heavy Rain. Voilà. Très bon jeu. Où il a fait plus d'une centaine d'illustrations, je crois, dessus dans la pré-prod. Après, il a aussi bossé dans le cinéma en tant que designer et concept artiste. Il a travaillé avec Christophe Gans sur Bella Bella la Bête. Vous savez, Christophe Gans, oui, d'accord. Alain Chabat sur le Santa et compagnie, etc. Avec Johan Sfar, je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Joseph, etc. Grand nom aussi. Voilà, et et là il est revenu à l'illustration. Il a été aussi romancier, pardon. Il a fait un roman qui s'appelle Dominus Mundi, qui a eu pas mal de prix, qui est un roman post-apocalyptique. Et là il est revenu un peu plus à l'illustration sur les œuvres d'H.P. Lovecraft, notamment il a paru il y a 2 ans l'Appel de Cthulhu, et là il a lancé Les Montagnes Hallucinées. Alors lui c'est un gros fan de Cthulhu, parce que depuis longtemps en fait il gravite autour. Il a fait un court-métrage il y a très longtemps qui s'appelle Riley, je sais jamais comment le prononcer. Il a fait aussi 2 tomes de BD qui ont été arrêtés, qui s'appellent Freaks Agency, qui était aussi dans l'univers de H.P. Lovecraft, etc. Et là, il s'est lancé dans un projet. Alors, il reprend les œuvres de Lovecraft, parce qu'en plus, qui sont tombées dans le domaine public, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'en inspirer. J'ai l'impression qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Alors, je sais pas si c'est vous spécifiquement qui êtes plus passionné que la moyenne, ou je sais pas, mais. Et ouais, c'est vrai, et on en parle beaucoup en fait dans le Contrecast. C'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, et ça, je me suis dit merde, c'est vrai qu'on en parle beaucoup parce qu'on a parlé des jeux, l'Appel de Cthulhu. On a souvent c'est vrai. donc dont Zef a chroniqué il y a quelques émissions. On a des jeux aussi autour de. Ouais, je parlais du jeu justement. Ah pardon, excuse-moi. Je confonds avec autre chose. Laisse tomber. Mais on n'a pas aussi déjà parlé des Montagnes Hallucinées. Si, alors les Montagnes Hallucinées, on en a parlé parce qu'on l'évoque comme quelque chose enfin Zef et moi, parce qu'on a fait une campagne de jeu de rôle qui était assez hallucinante autour de ce récit. Et aussi on en a parlé parce qu'il a parlé de l'adaptation en manga de Gutanabe, c'est ça, si je me trompe pas. Okay. Qu'on est au 2e tome d'ailleurs, et je vous recommande aussi, qui est assez excellent. Et donc là, François Barranger a décidé de reprendre les textes originaux, parce qu'en fait les textes ne sont pas changés du tout, et de les mettre en valeur dans un bel écrin qui est un bouquin illustré, beaucoup plus grand que du format A4. Je sais même pas ce que c'est comme format, mais je l'ai en main, c'est assez grand. Hein, c'est assez grand. Ils sont beaux. Hein. Et fait des illustrations absolument magnifiques et gigantesques, enfin plutôt gargantuesques, cyclopéennes, pour reprendre les termes de l'appel de Cthulhu. Pourquoi tu l'as reniflé? J'ai reniflé parce que il sent le neuf, et j'adore l'odeur du livre neuf. Moi aussi j'aime bien. Et pourquoi j'en parle, alors que c'est des œuvres qui sont déjà bien connues, adaptées sous divers formats, parce qu'en fait, si vous connaissez pas l'œuvre de Lovecraft et que vous n'êtes pas quelqu'un qui aime bien lire des livres sans illustration, ce qui peut arriver, voilà. Et c'est une façon d'aborder son œuvre dans un très bel objet avec des illustrations complètement hallucinantes. En fait, on retrouve complètement, c'est presque du concept art en fait. Et moi, je suis très fan de ça. J'en ai déjà parlé. J'avais parlé d'un bouquin dédié à ça. Et voilà, je voulais parler de ça parce que, par exemple, si on prend juste l'Appel de Cthulhu, qui est en fait l'œuvre fondative de Lovecraft, donc c'est le premier tome qu'il a sorti il y a 2 ans maintenant, en 2017. C'est très court. C'est une petite nouvelle. Si vous avez envie de rentrer en fait dans l'univers de Lovecraft et de se dire ouais, tout le monde me parle de Cthulhu, etc., je sais pas ce que c'est, il y a des jeux qui sortent, etc., en fait vous pouvez vous acheter ce bouquin, vous allez avoir les illustrations magnifiques de François Barranger, et en même temps vous allez pouvoir lire. Alors c'est pas le truc que tu lis dans le métro, parce que l'objet est très grand, mais là c'est bientôt l'hiver. C'est bientôt, on va commencer à avoir froid, on va commencer à plus vouloir trop sortir de chez nous parce qu'il commence à faire nuit vers 14h. C'est déjà fait. Et c'est le moment de s'installer dans un je sais pas, un fauteuil, un canapé, ce que vous voulez, avec un plaid, un chocolat chaud. Ou un Irish coffee. Et s'il fait vraiment très froid, et en fait de commencer et de lire de la littérature, mais avec des illustrations fantastiques. Je vous parle pas de l'Appel de Cthulhu parce que c'est c'est tout petit, vous pouvez trouver un peu partout des résumés, etc. C'est un peu le livre fondateur de tout l'univers de Lovecraft. Mais je vous parlais des Montagnes Hallucinées, dont on est très fan avec Zef.
Donc l'histoire en fait se passe en 1920 et quelques, je sais plus exactement quand, et c'est une expédition scientifique de l'université Miskatonic, où il y a 4 scientifiques de différents domaines, géologues, anthropologues, biologistes, etc. Et le bouquin est raconté à la première personne, et c'est le professeur Dyer qui raconte cette histoire de l'expédition en 1931. Et pourquoi il la raconte ? Parce qu'il y a une autre expédition qui voulait aller sur ses traces en 1933. Et lui, il veut le dissuader. Pourquoi il veut le dissuader ? Parce qu'il s'est passé des choses horribles, en fait. Ils sont partis de New York en Antarctique pour essayer de découvrir des nouvelles traces archéologiques, etc. 4 professeurs, 16 étudiants. Et donc, ils arrivent sur le continent, et un des professeurs, le professeur Legg, part en avance parce qu'il a trouvé un filon fossilifère où ils ont trouvé des fossiles d'organismes peut-être végétaux, peut-être animaux, on sait pas trop, mais qui normalement ne devraient pas exister à cette datation-là. Donc ils se demandent si c'est une erreur ou pas. Donc en fait, il part un peu en avance, découvre d'autres fossiles, avertit d'ailleurs qui est lui à l'avant-poste, etc. Et lui dit aussi qu'ils ont découvert une chaîne de montagnes absolument gigantesque et fantastique, beaucoup plus haute que l'Himalaya et compagnie. Ils sont très excités, ils vont partir les explorer. Et quelques jours après une tempête, plus de nouvelles de l'expédition Lake. Et d'ailleurs décide d'y aller et arrive sur le lieu du campement et découvre des hommes et les chiens de traîneau déchiquetés, complètement déchiquetés, massacrés, à part un chien et une personne qui a disparu, on ne sait pas où ils sont. Et il décide donc d'aller enquêter et d'aller voir dans les montagnes où ils vont découvrir des grottes, des cités cyclopéennes, quelque chose qu'on ne peut pas décrire, quelque chose de complètement immense, quelque chose qui n'aurait pas dû exister, qui est daté des âges encore plus anciens que anciens. Et ils découvrent des êtres bizarres, effectivement, mi-animaux, mi-végétaux, conservés dans le froid et la glace. Et je vous raconte pas la suite parce qu'il faut absolument lire le bouquin. C'est des Pokémon, quoi. C'est des Pokémon. Et ils font presque le bruit, ils font Tekilili. Et c'est presque le bruit des... C'est du Pokémon de Yooka-Laylee. Ça m'a fait penser à ça. Okay. Donc voilà, y a pas, je voulais vous en parler, je vais pas en parler beaucoup plus que ça parce que faut juste, c'est bientôt Noël et offrez ça à tous vos amis geeks. Ils vous en remercieront. Et même si c'est pas Noël, je pense qu'il n'y a pas de bonne saison pour faire des cadeaux. Hein. Non, il n'y a pas de bonne saison pour faire les cadeaux, effectivement. Et voilà, donc si vous voulez découvrir l'univers de Lovecraft de façon soft, on va dire, et achetez ces bouquins-là. Donc, pardon, Les Montagnes Hallucinées, c'est le tome 1, c'est la moitié de l'histoire, et le tome 2 devrait sortir, j'espère, l'année prochaine, en tout cas, bientôt, quoi. Et du coup, à part ces 2 bouquins qu'on a devant nos yeux, là, est-ce qu'il en a fait d'autres illustrés comme ça Non, c'est les deux seuls. D'accord. Donc, et ça s'ancre dans une collection qui va être amenée à... Alors, je sais pas, il a pas communiqué sur les prochains, il y a le tome 2 sur lequel il est en train de travailler. D'ailleurs, suivez-le sur Facebook, par exemple, ou sur Twitter. C'est quelqu'un qui est très accessible, qui répond aux commentaires, qui répond aux questions. Ah, c'est cool, ça. Ouais, il est vraiment très cool. De toute façon, il y a déjà son nom sur la description en bas, là, dans les petits liens, tout ça, il y a son Twitter. Et il poste très régulièrement des esquisses de son travail, des whips, etc., quoi. Donc voilà, si vous aimez bien l'illustration, le concept art et Lovecraft, foncez. Est-ce que tu connaissais Pitchy ? Pas du tout. Enfin, j'en avais déjà entendu parler parce que forcément, vous en avez déjà parlé, mais en fait, c'est trop bien parce que la façon dont tu le racontes, Caisse Russe, ça me donne envie de le lire. Parce que du coup, c'est très intriguant. T'as rien dit de plus et ça m'intrigue en fait. La disparition, tout ça, ça me... Et puis en plus, c'est, enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment, enfin, la taille, j'ai pas encore regardé, mais la taille des bouquins, je trouve que en termes d'illustration, tu peux faire des trucs plutôt pas mal. Ouais, je pense que s'il l'avait fait plus petit, ça rendrait pas hommage à son travail. C'est ça. Ouais. Et donc bon, voilà, c'est... Et pareil, tu peux régulièrement trouver aussi ces illustrations vendues en offset ou en poster, ce genre de choses. Donc allez-y. Ou en tout cas, allez jeter un œil, ça vaut le coup et c'est un artiste qui le mérite, quoi. Voilà, qui est pas très très connu. Et pourtant, il a bossé sur plein de jeux qu'on aime, sur plein de films qu'on aime. Ouais, je savais pas qu'il avait bossé sur Yverine, par exemple. Yverine, que t'as cité justement avant. Ouais. Hein, mais c'est... Ouais, c'est vrai. Oh là là. Moi, j'ai adoré ce jeu. Je pense que ce sera un de mes coups de cœur, hein, parce que je l'ai fait que récemment, moi, donc c'est pour ça, mais ouais. Il a aussi bossé sur Beyond Two Souls. Oui. Sur The Division et Dishonored 2 aussi. Ah, Division aussi, j'ai adoré. Ok.
Ah ouais, donc c'est. Ah oui, mais il a fait des Ouais, super ouais, trucs. il a fait des super trucs, quoi. Alone in the Dark aussi, mais je crois que juste en tant que graphique. Le 4, pardon. Juste Ok. en tant que graphiste, ce genre de choses, donc, ouais. J'ai découvert ce nom-là quand tu m'en as parlé, alors qu'en fait. C'est un grand fait monsieur En fait, en tête, on le mais, connaît ouais, depuis c'est plus ça. longtemps que ça, hein, mais, finalement. me mais sens comme con. beaucoup de concept artistes, en fait, Ah bah oui, qui bien sont, sûr. qui sont membres. Et d'ailleurs, si vous aimez bien aussi l'univers de Cthulhu, je vous conseille de les jeter un coup d'œil à Loïc Muzy, M-U-Z-Y, en fait, qui a travaillé sur sur toutes les illustrations quasiment du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, le dernier en date, l'édition 7, je crois, un truc comme ça. D'accord. Même chose, hein, déjà dans la petit description, lien. il y a un petit lien en bas. Allez. Ouais. Au moment où vous écoutez, là. Ouais. Déjà, tu peux scroller, toi qui écoutes, là, tu verras plus bas que je mens pas. Très bien. Et du coup, en effet, ça donne envie de lire, mais en effet, c'est pas du tout pratique pour lire Non. ça Non, en ça, dehors ça, de la j'avoue, maison. Quoi. ouais. Alors, Ça- les tarifs, le premier, L'Appel de Cthulhu, donc c'est juste l'adaptation de la nouvelle, c'est un tome entier, il est à 25 €. Et Les Montagnes Hallucinées, le premier tome, est à 30 €. Voilà. Ok. Et la question que j'ai complètement envie de te poser, mais si j'ai déjà lu Les Montagnes Hallucinées, est-ce qu'il y a un intérêt à lire ça? Parce que du coup, je redécouvre juste visuellement. Alors, moi, par exemple, L'Appel de Cthulhu, là, le bouquin devant moi, je l'ai pas relu. J'ai juste regardé les illustrations parce que je connais le bouquin. Et Les D'accord. Montagnes Hallucinées, par contre, oui, là, je vais me le relire avec plaisir. Ok, donc ça dépend de ton avis. Si tu connais déjà l'histoire, il y a moins d'intérêt, si ce n'est visuel, évidemment. Bah, t'as le petit intérêt, comme quand t'aimes bien relire une œuvre ou ce genre Oui. de choses, Mm. la petite Ouais, Madeleine d'accord. de Proust ou. Puis là, t'as Exactement. vraiment les illustrations à côté. C'est autre chose. Tu vis un peu différemment le récit. Très bien. Eh bien, merci Clotrus pour cette chronique. Donc, comme tu l'as dit, donc les Montagnes Hallucinées et l'appel de Cthulhu qui sont disponibles autour Chez de 27. Bragelonne. Pardon. Bragelonne. D'accord. C'est Merci. comme ça. Hein. C'est ça, Bragelonne, tout à fait. De toute façon, c'est écrit pareil, hein, c'est écrit partout. hein. Les chroniques sont passées, on va faire un petit point sur les défis comme on fait chaque mois. Petit jingle. Pichi, ton défi. Rappelle-nous ce que c'était. Moi, c'était, je sais plus, c'était courir. C'est la course. C'est la course, ouais. C'est lié à la blague de début d'émission. De- C'est la oui. blague de merde. Là, Mais que- alors, c'est pas faire mes courses chez Monoprix. Ah. C'est faire mes courses, enfin, courir. Pas de marque, hein, tu peux dire Monoprix, Casino, on s'en fout. Bref, mais oui, courir. Et du coup, toi, t'es une bonne élève sur le défi de l'année, contrairement Oui. aux personnes à côté de toi. Je me mets dedans. J'ai couru mon premier semi-marathon. Ah, Ouais. bravo. Ça y est. Bravo. Est-ce Ouais. que tu peux nous donner ton temps? Est-ce que tu as envie de le J'ai partager? fait, pour la petite histoire, c'est que je me suis plus ou moins entraînée. Et vendredi, 2 jours avant le semi-marathon, en fait, notre team de running a organisé une super grosse soirée. Bravo. Donc je me suis dit, bon, ben, j'y vais, mais je ne bois pas d'alcool, je reste tranquille. Faux. On Attends, sait tous comment ça se passe à ce moment-là. Ils organisent des soirées juste avant le semi. Oui, parce que il y avait. C'est pas la veille, hein, c'est l'avant-veille. C'est l'avant-veille. C'était le vendredi et moi Ouais. je courais le dimanche. D'accord. Mais ça se fait pas. Vraiment, cette soirée jus de fruits, c'est je... pas- Non. Je suis rentrée à 8h du matin, Mais non. le samedi. Si, et j'étais tellement mal que j'ai pas pu aller chercher mon dossard Si le tu crois. samedi. Tu crois pas que c'est un stratagème de mecs de ta team qui se disent j'ai toujours envie d'être le meilleur dans les temps et du coup C'est j'invite peut-être ça, tu ouais. vois. Mais en fait, il y avait tellement peu de personnes de chez Pigalle qui faisaient le semi de Vincennes. Je pense qu'ils se sont dit bon, bah, on va se faire la soirée à ce moment-là, tu vois. Du coup, j'ai été chercher je me suis dit bon, mon objectif c'était de faire en moins de 2 heures. J'avais un objectif de 1h58. Et là, je me suis dit bon, de toute façon, mon objectif c'est mort, quoi. C'est pas possible, je l'atteindrai jamais. Même si je bois de l'eau, c'est mort, quoi. Et finalement, écoute, ça s'est très bien passé parce que je l'ai fait en 1h56. Bravo. Ouais. Bravo. Et bon, le seul inconvénient, c'est que c'était à Vincennes, c'était dans le bois de Vincennes, il pleuvait comme pas possible, donc il y avait de la boue de partout. Enfin, c'était assez casse-gueule. Et voilà, mais sinon, autrement, ça s'est très bien passé. J'étais très surprise, très fière aussi. Et puis j'ai un autre semi-marathon le 17 novembre. Très bien. Voilà. C'est cool. Tu conseilles à tous les débutants de faire une fête l'avant-veille Non, et de alors- boire jusqu'à 8h du mat pour battre ses records, c'est ça? Attends, il y a un concept, hein. T'as un marathon, bah viens, on va en Ouais. boîte. Après on va dire que les mecs sont Non, austères. mais- Non. Non mais je suis franchement j'y croyais plus du tout. Je me suis dit ça y est, t'es débile parce que t'as tout foutu en l'air et que voilà. Et en fait j'étais très énervée contre moi le matin parce qu'en plus le dimanche matin il fallait que je me lève super tôt et il faisait froid et tout. Je me suis dit oh là c'est l'enfer. Pourquoi tu fais ça? Et en fait non, ça s'est super bien passé. Mais je le conseille pas, non je le conseille pas.
C'est mieux de manger des pâtes, se coucher tôt. Oui, voilà, tout c'est ça. Bah, c'est ce que j'ai Aussi. fait le samedi. Hein. J'ai dormi toute la journée et bouffé des pâtes. En gros, mon week-end se résumait à ça. 2 jours, 2 Donc, ambiances, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ok. Donc voilà. Bah, c'est bien. Bravo. Merci. Est-ce que, en face de toi, on a aussi un bon élève sur son défi Bonjour. de Bonjour. Vu son cri de tout à l'heure, je ne suis pas sûre. Non, C'est j'arrive très pas, bien. je le traîne ce défi, c'est horrible. Non, mais, enfin, on s'est engagé au début de l'année On pouvait pas changer d'ailleurs. Je crois. Il me non. semblait que tu voulais changer. On change mais pas, je- on traîne son De toute boulet. façon, il ouais, te reste c'est quoi ça, Il te ouais. reste 2 mois. Ça fait un running joke, c'est Ouais, bien rigolo, sûr. quoi. Ouais. Non, mais regarde, toi, Pichi, tu nous annonçais, ouais, je vais me mettre à courir, machin, en Ouais. début d'année, et là, ouais, j'ai fait un semi-marathon. Enfin, toi, t'as progressé dans ton défi, et c'est bien, et on réussit pas tous le défi. À toi, que triste de prendre la parole. Je sens bien que ça te fait plaisir. Du coup, Non, mais- tu vois, je progresse pas juste pour te permettre de faire ça. Eh ben, c'est parfait, parce que moi, je suis un Ouais. peu entre les deux, mais plus de ton côté, parce que je lis pas beaucoup, mais bref, vas-y. Bah non. Peut-être que tu peux revenir sur quelque chose qui s'est C'était passé. quoi, déjà Alors, tu peux nous rappeler ton. Je voulais faire légende avant la fin de l'année. Ah oui, c'est vrai. mort. sur Il te reste 2 mois, c'est bon. Tu Ouais, peux il me y reste 2 mois. Non, mais c'est peut-être possible en vrai. Mais peut-être En vrai, que. c'est peut-être Ah, c'est possible. pas, t'y crois? Bah le C'est- truc, c'est- non, non, c'est en jouable, fait le truc si tu veux, c'est que à chaque fois je dis que je suis sous l'eau et que je bosse beaucoup. Je fais pas que bosser évidemment, mais Tu joues à James of War, par exemple. ouais, c'est Tu vrai. vois, Mais là j'ai un peu arrêté en fait. Ah, Enfin j'ai ralenti le truc. On en parle Mais dans l'épisode du 12, coup- d'ailleurs, si vous l'écoutez après. Mais du coup en fait ça veut pas dire que je joue pas etc que je lis pas. Mais en fait si tu veux vraiment passer les gens de Hearthstone, faut s'y mettre tous les jours et faut facilement jouer 2-3 heures Ah minimum ouais. par jour, tu vois. C'est- Et là, ah j'ai ouais. réfléchi. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Je pense que, alors j'ai jamais été légende, donc je peux pas te contredire totalement, mais je sais que j'arrive facilement à finir rang 5 à la fin de chaque mois en jouant. Franchement, je joue pas tous les jours. Je dois jouer 2-3 fois par semaine, grand max, et je joue même pas 1 heure à chaque fois quand j'y joue. Non, honnêtement. Là, c'est la première fois c'est vrai. en plus de 6 mois que j'arrive pas à rang 5. J'ai fini rang 6, mais c'est un détail entre guillemets. C'est quasiment pareil. Après, passer le rang 5, c'est plus long, mais c'est à ce moment-là où il faut carburer quoi. Donc quand tu passes rang 5, là, C'est faut ça. jouer plus. En fait, faut passer en. Ça, En fait, je il faudrait suis que j'arrive à être en 5 en début décembre et que je fasse que ça. Mais c'est peut-être possible parce que Ça reste envisageable. c'est possible. Non, parce que là, je cumulais 3 projets pro en même temps et j'en ai un qui vient de se finir là au bout d'1 an, ça y est. Donc c'est la grosse, c'est le Super. gros relâchement et C'est du bien. coup, je vais peut-être pouvoir me permettre des grosses pauses dans la journée. Alors 1 sur 3, hein, il en reste Ouais. 2 si j'ai bien calculé. Ouais, mais c'est plus gérable. 2, ça D'accord. va, c'est On va humainement très possible. Ok. C'est cool. 3, c'est machin, ouais. On en Donc, reparlera peut-être, hors du peut-être podcast. Hearthstone. Et peut-être que tu peux faire un rapide retour sur la BlizzCon qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant. Alors ouais, j'ai pas tout suivi. Par contre, j'ai 2 trucs qui m'ont bien hypé, c'est Diablo 4 Ouais, Ah. j'ai l'impression que Ça, c'est le, c'est sûr. le truc qui sort en premier de chez tous les joueurs qui ont regardé. et Overwatch 2 surtout. Parce aussi. que c'est du PvE normalement. Alors j'ai pas tout. C'est peut-être que tu vas m'éclairer là-dessus. Moi, ce que j'ai J'ai compris, pas c'est tout vu non que plus. donc c'est du PvE, mais en même temps, ça amène un package HD sur. Enfin, parce que ça fusionne avec Overwatch 1 au niveau du moteur. C'est-à-dire D'accord. que l'installation, elle est combinée. Si j'ai bien compris, c'est pas 2 jeux séparés. C'est le même moteur qu'il y a derrière. Parce qu'Overwatch 2, par exemple, amène des meilleurs graphismes, beaucoup de textures HD, ce genre de choses qui vont profiter à Overwatch 1 sans racheter Overwatch 2. Et aussi, Overwatch 2 amène des maps PVP pour Overwatch 1 et tout ce que tu auras cumulé dans Overwatch 1, tu pourras aussi l'utiliser dans Overwatch 2, donc Oui. les skins, ce genre de trucs quoi. T'achètes l'autre moitié du jeu entre guillemets. Quoi. Ouais, donc je suis assez hypé par ça. Je t'avoue, j'ai découvert ça en fait hier soir en regardant une vidéo d'AlphaCast et ça avait l'air super cool. Et ouais, ça m'intéresse vachement et j'attendais depuis hyper longtemps en fait un PvE sur Overwatch. Tu te rappelles, ils avaient sorti des petits modes du genre zombie, ce genre de choses. C'est vrai, les Jeux Olympiques Ouais, aussi, c'est je sais vrai. plus quoi là. Enfin non, Oh. ça c'était plus partagé. Ça c'était plus PVP, ouais. ok. Mais des modes en tout cas liés à des. ouais, contre l'environnement quoi. Voilà. Et ça c'était cool. Alors c'était un peu répétitif, c'est-à-dire que tu faisais 2-3 fois et puis après tu le faisais pour débloquer les skins ou les goodies. Mais là, une campagne entière sur Overwatch, dans l'univers d'Overwatch. En plus c'est tu vas suivre vraiment l'Overwatch quoi. Donc vu que le lore est ouf, leurs Ouais, c'est vrai. cinématiques sont incroyables, t'as envie d'en connaître beaucoup plus. Et leur concept art aussi d'ailleurs. Et voilà, là si tu peux suivre une campagne dans Overwatch, bah moi je suis chaud, je vais y jouer grave quoi. Est-ce que t'as suivi ce qu'ils ont dit sur Hearthstone en parallèle? Non, malheureusement non. Et bah ça tombe bien parce que moi j'ai regardé. Vas-y. En fait, alors, comme d'habitude, nouvelle extension, donc c'est lié au dragon. Là c'est très dragon parce que c'est Ok. l'année du dragon qui se termine. Donc, prêtre paladin. Je pense que ça va être le retour du prêtre paladin en mode libre justement parce qu'il y a vraiment beaucoup de dragons qui sont annoncés, donc nouvelle carte, nouvelle mécanique, des choses un peu classiques entre guillemets. Mais ce qui est très nouveau, on va dire très fou, c'est la possibilité de jouer à 8 en même temps.
Oh. Et là, t'ouvres grand les yeux. De toute façon, c'est pas vrai, mais personne peut vérifier parce que c'est de l'oral. Oh, mais si, ça défonce ça. Et ouais, en fait, ils ont. Alors, j'ai rapidement vu le concept, mais tu joues seul, mais tu poses tes. C'est une mécanique totalement différente. C'est pas des cartes que tu as dans ta collection. C'est une sorte de brawl immense où tout le monde s'affronte, toutes les créatures s'affrontent. Donc, j'ai pas trop regardé ce que ça va donner, mais ce qui est sûr, c'est que je vais jouer. Et ça a l'air très sympa avec plein de nouveaux écrans, de nouvelles façons. Enfin, t'auras un nouveau mode dans le jeu en fait. Enfin, un bouton va apparaître avec plein de trucs en plus. Et c'est vraiment novateur pour Hearthstone, donc ça fait du bien d'avoir un truc un peu plus différent que d'habitude, en dehors de l'histoire solo aussi qui va arriver. Et je crois qu'ils ont évoqué aussi les modes tournoi dans l'appli aussi. Alors, Ils arrêtent pas d'en parler et en fait c'est vrai, il y a ça aussi. ça traîne et ça je crois que peut-être que ça s'est prévu. Ce qui réussirait à développer le mode compétitif de Hearthstone quoi. Parce qu'en fait ce qui bloque pas mal c'est que pour faire des tournois en fait faut vraiment se renseigner, faut vraiment aller voir sur les sites quand est-ce qu'il y a des tournois et ça et c'est un peu lourd en fait au niveau organisation. Et du coup, même si l'e-sport marche plutôt pas mal sur Hearthstone, c'est pas encore trop ça, quoi. Et le fait d'avoir ça dans l'application, ça risque de le booster encore plus. Surtout devant les nouveaux jeux de cartes tout à fait de Riot, par exemple. C'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est très cool. D'ailleurs, rapide parenthèse, il y a pas très longtemps, j'ai croisé l'ex-aubergiste Hearthstone et on a discuté et c'est un monsieur très cool. Pierre-Alain de Garrigue que je salue s'il écoute ce podcast. Et peut-être qu'un jour il interviendra, on sait pas. Hein. Ah, ça serait cool. Ça peut être rigolo. Ça serait très bien. À mon tour de prendre le point sur les défis, donc je suis plus dans la case Quetrus que la case Marion, c'est-à-dire que je lis pas beaucoup mes 2 livres romans graphiques par mois, et en vrai j'en ai lu qu'un, et en fait je l'ai même terminé parce que je l'avais évoqué la fois précédente. C'est j'ai oublié son nom, Fabien Toulmé, c'est ça? Ouais, c'est voilà, qui a fait Ce n'est pas toi que j'attendais. Qui est en fait une histoire personnelle, je crois, il me semble. Je ne sais pas du tout. Je sais même pas si, enfin, il me semble que c'est personnel, mais bref, il devient papa et en fait, pendant la grossesse, ça n'a pas été évoqué le fait que son enfant serait trisomique. Il l'apprend quasiment à la naissance entre guillemets, enfin c'est confirmé à la naissance, mais c'était pas encore vraiment sûr au moment où sa femme était enceinte et du coup, il raconte avec beaucoup d'émotion le fait qu'il a eu du mal à se sentir père au moment de la naissance parce qu'en fait, il se sentait pas proche de son enfant. Et je trouve ça hyper touchant, très bien raconté au début jusqu'au début de la naissance, et après ça défile plus vite entre guillemets, et évidemment il finit par s'attacher à son enfant parce que ça reste son enfant et il l'aime comme n'importe quel autre. C'est pas son premier, c'est son deuxième. Et je trouve ça très bien écrit et évidemment bien illustré aussi, et donc c'est une belle histoire à lire. Tu le mettras dans la description en bas? Bah, c'est déjà dans la description. C'est déjà dans la description? Ouais, ah ouais? Ah ouais, attends. Regarde. Si, c'est vrai, vrai, je l'avais pas vu. Alors, attends, je vais cliquer dessus. T'es dans le métro, tout ça, t'es un peu bousculé parce que t'es dans la ligne 13, j'en sais rien, et tu peux quand même scroller parce que t'as 2 mains, et voilà. Donc ce n'est pas toi que j'attendais. Donc je note de l'écrire dans la description. Et ouais, donc c'est très chouette. Donc ça m'a donné envie de lire la suite de ce qu'il a écrit, donc le livre dont tu avais parlé il y a 2 ou 3 podcasts, je crois. Mais bref, 2 exactement. Donc dans le numéro 11, si on fait 13-2. Et c'est le seul livre que j'ai lu ce mois-ci, donc je suis un petit peu en retard aussi sur mon défi. Mais bon, on n'est pas tous des bons élèves et c'est pas grave, et je vais en lire d'autres. Peut-être les montagnes hallucinées, peut-être d'autres, on verra. Et on va enchaîner tout de suite avec les coups de cœur, comme vous le savez, puisque ça arrive toujours après les défis. Et comme souvent, c'est moi qui interviens tout de suite sur les coups de cœur. Et pour la première fois, parce que c'est la première fois de beaucoup de choses pour moi, c'était ma première chronique, et ce sera pas un coup de cœur, ce sera un coup de gueule. Oh non! Oh! Et oui, pourquoi? Parce que tu parlais tout à l'heure de Madeleine de Proust, voilà, machin. Et bah moi j'ai rejoué encore une fois un jeu qui s'appelle Aladdin et le Roi Lion. Ils ont refait une compilation sur PS4, Switch, tout ça. Ah bon? Ouais, donc c'est cool. C'est sans doute pour moi les 2 meilleurs dessins animés Disney, enfin mes préférés. Aladdin, oui, évidemment. Alors Aladdin, d'ailleurs petit sondage. Pour toi c'est Aladdin ou le Roi moi Lion? c'est Aladdin. D'accord. Et toi Quetrus? Dans les dessins animés. Entre Aladdin et le Roi Lion? Ouais, juste Aladdin. Ah bah 3 sur 3. Ah ouais, non, pour moi, j'avais fait un sondage Twitter et c'était plus 2 tiers le Roi Lion. Ah ouais? Mais ouais, bon, ouais. je vais pas forcément un panel représentatif de personnes qui votent, mais toujours est-il que c'était mes 2 dessins animés préférés de chez Disney, que c'était mon jeu vidéo Disney préféré avec Aladdin, et le Roi Lion j'aime bien mais sans plus. Et du coup je me dis bah je vais évidemment me les refaire, et quand tu vois un prix à 30€, tu te dis bah ils ont retravaillé un peu la chose. Attends, c'est lesquels? C'était ceux qui étaient sur Mega Drive. Mega Drive. Précisément. Donc. Pareil, il y a un débat. Est-ce que Mega Drive? Est-ce que c'est mieux sur Mega Drive? Est-ce que c'est mieux sur Super NES? Mega Moi je Drive. suis team Mega Drive. Ah, sur, Mega sur Drive. Aladdin. Non, sur Aladdin, c'est Mega Drive. On est d'accord. Mais c'est Même pareil, le Roi Lion, c'est pareil. Je crois que ça se vaut. Je me souviens plus trop du Roi Lion sur les 2 versions, mais. Ah, si. J'ai tellement envie d'y rejouer à Aladdin. Tu m'as redonné la nostalgie. Je vais rentrer, tellement beau. Et bah ouais, non, c'est super cool, hein, et j'ai adoré le refaire. Mais alors le jeu est très bien, c'est ce qu'on a connu à l'époque, donc il est dur. On parlait tout à l'heure de Yooka-Laylee, un jeu dur, mais
c'est quand même assez dur et j'ai utilisé la sauvegarde dans le jeu pour commencer un peu plus tôt parfois, pas le faire one shot parce que sinon j'aurais pris à 0. Et bon, je l'ai fait en difficile aussi, mais bref, pour les trophées. Et pourquoi j'ai pas aimé? Alors, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on se fout de la gueule des joueurs. 30 € pour ça, c'est pas, enfin, autant, allez, je vous conseille de le télécharger en émulateur plutôt que d'acheter cette merde à 30 €, quoi. Vraiment. Donc, je suis assez remonté. Ah oui, alors là, Attention, hein. Franchement, pour moi, ça vaut, le travail qu'ils ont fait, ça vaut pas plus de 5 balles ou 10 balles. Alors, je parle pas des coûts de distribution, machin, tout ça, pour les versions boîte et tout, mais c'est juste qu'ils ont, alors déjà, écran titre, Aladdin à gauche, le royal à droite, appuyez sur n'importe quel, 2 LE, bouton. Déjà, rien que ça, je me dis, quoi mais, alors, voilà. Donc, je l'ai tweeté, j'étais un peu énervé. Ensuite, t'as lancé le jeu, enfin, ou, avec un X, enfin, des trucs, mais, je crois que, au lieu de press start to start, enfin, to enter to play, je sais plus quoi, ils ont traduit genre, appuie sur la touche pour lancer le jeu. Un truc, mais c'est pas que c'est mal traduit, c'est que c'est mal localisé, en fait. C'est mal localisé, et les menus sont mal faits. Tu veux aller à droite, ça va en bas, sur certains menus, enfin, j'ai dit, mais c'est pas, enfin, ça m'a fait rager, quoi. Ils ont bâclé, quoi. Ouais. Ah, mais complètement. Donc, à mon avis, il sera mal noté. Je suis peut-être déjà noté au moment où je vous parle, mais j'espère qu'il a reçu des mauvaises notes parce que c'est pas cool de faire des trucs comme ça quand on voit que il y a des très bons remasters de certains jeux, certaines consoles et tout. Enfin, genre la Mega Drive Mini qui est sortie, elle est hyper bien faite, les menus sont propres, enfin le prix est justifié, même si elle est déjà un peu descendue par rapport à son prix d'origine. Mais Aladdin et le Roi Lion, c'est nul ce qu'ils ont fait. C'est pas concevable, quoi. Il y a des jeux qui ont été beaucoup mieux refaits que ça. Ouais. Donc je suis un peu énervé contre les gens qui ont travaillé là-dessus et du coup je sais même pas qui c'est, mais l'achetez pas à plus de 10 € s'il vous plaît parce que c'est une honte. Ou alors achetez-le en version Super NES. Ouais, ou ouais. oui. C'est ça. Mega Drive. Achetez-vous une Mega Drive, achetez le jeu, et puis voilà, ça se trouve encore. Je pense que c'est bien plus humain de faire ça pour respecter les auteurs que qu'acheter ce truc qui m'a dégoûté. Voilà, bref. Oh là là. Ouais, Ça y ça est, m'a saoulé. Autant le ukulele c'est génial, autant ça c'est nul. Tu veux peut-être nous en reparler pour que ça redescende un peu? Non, c'est pas grave. Je vais laisser la parole à Cutrus pour nous parler de son coup de cœur de ce 13e épisode. Oui, moi c'est un jeu qui est pas encore sorti. Mais peut-être Mais le prologue existe. Ah. Ça s'appelle Legend of Keepers. Je pensais pas ça, ok. Career of the Dungeon Keeper, un truc comme ça. C'est un peu dans le même style. Je vous avais parlé de Slay the Spire. Oui, qu'il faut que je fasse. Qui est un pur jeu de cartes, oui. jaune crawler comme ça, évolutif, je sais pas, ou en tout cas tu débloques des pouvoirs, etc. Et là, déjà, enfin on m'a dit oui, je crois que c'est les créateurs, mais je suis pas sûr. Et tu incarnes le gardien d'un donjon. D'accord. Okay. Est-ce que vous vous rappelez d'un jeu il y a très longtemps aussi? Dungeon Keeper, je crois que ça s'appelait. 2 noms seulement. Dungeon Keeper, non? Vous avez jamais joué? Non. Ah, c'était un pur jeu où justement tu construisais ton donjon, tu recrutais des monstres et en fait les héros, donc les chevaliers, les barbares, les trucs comme ça arrivaient et en fait fallait les défoncer. Ouais. C'est ça. Et là en fait c'est la même chose. Donc le prologue est disponible. Vous pouvez aller voir sur Steam, en tout cas sur les autres plateformes je ne sais pas, mais le prologue est disponible sur Steam et c'est comme ça que j'ai découvert. Et c'est pareil en fait, tu vas avoir des comment ça s'appelle des aventuriers qui vont venir dans ton donjon. Et en fait, toi, tu prépares des salles. Donc, t'as des salles où tu vas mettre des monstres, t'as des salles où tu mets des pièges, t'as une salle où tu vas pouvoir lancer un sort, et t'as une salle où t'as le boss de fin qui va éclater les aventuriers. Et ça se passe comme ça. Les combats, ça ressemble un peu à du dungeon crawling classique où tu sais, c'est horizontal et puis c'est chacun son tour, c'est au tour par tour, tu lances une attaque, tu lances un sort, etc. Et ça va se répéter parce qu'en fait, tu vas jouer, t'as des inspecteurs qui viennent évaluer ton travail sur comment t'as gardé ton donjon. Ah, c'est trop drôle ça. Et ton boss de fin a un nombre de points de vie hallucinant, c'est normal, c'est un gros boss. Mais à chaque fois que les aventuriers passent, s'ils arrivent à la dernière salle et qu'ils arrivent quand même à te faire quelques attaques, tes points de vie baissent. Et tu peux pas gagner de points de vie à part avec certains trucs. Et donc à chaque fois qu'un run comme ça d'aventurier est passé, derrière t'as des comme dans Slay the Spire, t'as des choix d'événements. Ça va être soit acheter des nouvelles personnes, des nouveaux monstres, soit les augmenter, soit partir en aventure. Genre t'envoies en formation un de tes monstres où tu les envoies piller quelque chose. Peut-être qu'il a une chance de mourir, peut-être pas. Tu sais pas. T'as les vampires qui arrivent et qui sont aussi des comment on appelle ça? Qui prélèvent les impôts, des percepteurs. Si, c'est ça, des percepteurs. Des relous. C'est ça? Ouais. Okay. Soit tu les payes en thunes, soit ils veulent bien que tu les payes en sang. Et donc t'as la vie de ton boss qui descend, etc., etc. Et en fait t'as plein de choses comme ça. Tu peux acheter de nouveaux sorts. T'as des pièges aussi, donc des catapultes à crâne ou ce genre de machin. Et c'est vraiment super cool, quoi. Et j'espère peut-être vous le chroniquer quand il sortira.
Et il sort quand du coup, tu sais? Eh ben non, je sais pas. Justement, il n'y a pas encore la date. Il est toujours en prologue, il est toujours en développement. Et voilà. Alors, on va voir ça plus Ah tard. si, la date de sortie est prévue. Ah, elle est prévue, ouais. en direct. Ah, faut que je wishlist et follow pour get notified. Ok. Ah, Bon. On verra ça un Bon, peu plus tard. on en reparlera, mais je pense que je vous le chroniquerai quand il sera sorti. cool. Avec plaisir. Et toi, Pitchy, ton coup de cœur du moment? Oh là là, bah, comme ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'avais plein de coups de cœur. Bah, Non, mais en gros, oui, non, parce que comme j'ai plus le temps vraiment de rien faire en ce moment, ce sera surtout des trucs anciens. Bah, il y avait déjà Heavy Rain que j'avais fait et que j'avais vraiment adoré. Je me répète encore sur ce podcast, mais c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. J'y croyais pas au début, parce que tout le monde m'a dit teste-le, tu vas voir, tu vas aimer. Et j'y croyais vraiment pas, et en fait finalement l'histoire est dingue. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est toujours la même chose, hein. Bon, Heavy Rain, je pense que tout le monde connaît, mais c'est tu fais tes choix et ça impacte en fait la suite, enfin l'histoire hein, finalement. Et sur certains choix, il y a surtout vers la fin, je me suis posé au moins 5 minutes à réfléchir les choix que j'allais faire pour être sûr que c'était le bon truc quoi. Et je sais pas, le jeu il m'a, enfin. Puis sur la fin, c'était triste parce qu'il faut qu'il retrouve aussi son enfant et tout. Enfin, je sais pas, il m'a vraiment vraiment marqué. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Et je regrette de pas l'avoir fait avant pour le coup. Bah justement, comment tu pourrais dire à quelqu'un, et donc il est sorti en 2010 sur PS3 et plus tard après sur PS4, ouais. Comment tu pourrais convaincre quelqu'un de le lancer maintenant? Je sais pas trop. J'avoue, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que même moi, personne n'a vraiment réussi à me convaincre. Et en fait, c'est juste un jour où je me suis dit tiens, je vais essayer parce que tout le monde m'en parle et voilà. Mais après, si vous cherchez une histoire vraiment prenante et belle, en fait, l'histoire est très jolie. Les personnages on s'attache très vite aux personnages. Et enfin je sais pas, franchement je sais pas comment je pourrais vendre le truc. Je pense qu'il est jamais trop tard pour le lancer et ouais, c'est marrant parce que voilà, c'est ça. J'ai croisé quelqu'un à la Paris Games Week que je connaissais pas, avec qui on a discuté, qui m'a demandé mon top 3 de jeux vidéo de tous les temps. Et c'est une question que je déteste, parce que j'ai toujours du mal à répondre à cette question. Et je sais que je lui ai quand même dit Heavy Rain dedans, parce que narrativement c'est très bien écrit, et on en a déjà parlé plusieurs fois comme je dis. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas d'en faire et puis les musiques aussi, elles sont c'est très joli, tout est bien fait, vraiment c'est... Tu voulais intervenir qu'autre je sens. Non, c'est bon. Tu l'avais fait celui-ci ou pas? On a déjà parlé. Pas encore. Il est installé sur un PS4. Et voilà, écoute, tu te lances 5 minutes, 10 minutes, tu vas voir, tu vas être pris au jeu. Mais je pense que tu auras du mal à y jouer qu'autre parce que la dernière fois on parlait de Plague Tale avec la relation entre les enfants, et là c'est pire. Enfin, c'est vraiment. En fait, tu commences par. Oui, mais t'es moins investi dans le personnage. Enfin, t'es un père de 2 enfants et t'en as perdu un et le deuxième a disparu aussi. Non, il disparaît. Le premier meurt. Ouais, le premier meurt et le deuxième disparaît. Ouais, mais là j'ai passé 15 jours avec eux, donc c'est moins, tu vois, j'ai plus peut-être qu'il y en a un, tu vois. Me dire qu'il y en a un qui va disparaître. C'est bon. Ouais, c'est très bien écrit, mais ça prend au cœur. Hein. Ça, pour le coup, j'en ai rêvé. Oui, là, j'ai vraiment rêvé de ce jeu. Pour le coup, il est, Bon, je l'ai fait à la sortie, mais je pense que même le faire maintenant, ça reste aussi fort. C'est juste un peu daté, peut-être, graphiquement, mais c'est pas très grave. Et il a été refait sur PS4, donc c'est peut-être plus joli encore. Et il est dispo sur PC depuis peu d'heures, je crois. Donc, ouais, c'est possible. Voilà. Ok, bah, Heavy Rain, c'est bien. Merci pour ce coup de cœur sur Heavy Rain. Du coup, on est arrivé au bout. Je vais faire un petit récap sur les chroniques. Donc, on a eu 3 chroniques aujourd'hui. La première, c'était toi, Pitchy, que tu nous as parlé de The Dark Pictures Man of Medan. Ensuite, je vous ai fait une chronique pour la première fois sur Yooka-Laylee, la saga, la série, et plus particulièrement le 2e opus, The Impossible Lair. Et que Trus, tu nous as parlé, toi, d'un illustrateur qui est François Baranger, qui a écrit notamment qui n'a pas écrit, mais qui a illustré Les Montagnes hallucinées et L'Appel du Cthulhu. Merci à vous. Je vous rappelle évidemment où est-ce qu'on peut vous retrouver déjà. D'ailleurs, Cutrus, à toi, commence. Parle-nous d'un projet que tu as en ce moment public ou nouveau ou pas. Hein, tu peux nous parler de n'importe quoi. Dis-nous tout. Et on est toujours en train on a monté une boîte d'événementiel dans le jeu de rôle en fait, jeu de rôle, Murder Party, GN, etc. Et donc on organise pas mal d'événements de la soirée ludique, aux ateliers de maquillage d'horreur, ce genre de trucs, au murder, on peut faire aussi, on organise tout ça. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, ça s'appelle le Chimérarium, voilà. Venez poser un petit like et puis voir ce qu'on fait, c'est cool.
Elle vient poser ton like. Ouais. Je vais aller poser mon like. Non, Je regarde trop YouTube, je crois. Mettez des pouces bleus. Post bleu. En tout cas, il y a le lien un peu plus bas. Si vous avez une entreprise, vous avez envie de vous éclater avec des collègues, c'est peut-être l'occasion d'aller regarder tout ça. Et toi, Pitchy, en dehors du dimanche matin, dans les rues de Paris, à faire des Je vais kilomètres, courir demain matin. Ah bah. Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur Twitter, sur Instagram. J'ai pas de blog. Voilà. Et toutes les avant-veilles de semi-marathon au bar. Encore la fille. Voilà, au bar, voilà. Eh ben, Voilà. merci. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner au podcast. C'est gratuit. Il y a un petit bouton sur votre player un peu partout. Voilà, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et compagnie. Et comme c'est bientôt Noël, est-ce qu'on n'aurait pas envie de nous faire un cadeau au Contrecast? Qu'est-ce que t'en penses, Pitchy? Ah ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on peut nous offrir? Je sais pas. Le truc qu'on met, tu sais, tout en haut du sapin, là. Qu'est-ce qu'on met en haut d'un sapin? Ouais. La grosse étoile, là? Ouais. Une toile? Non, une toile, c'est pas bien. Ouais, mais tu mets 5 sapins. Ah, si tu mets 5 sapins, ça fait combien d'étoiles, du coup? 5 étoiles. Ça fait 5 étoiles. C'est exactement. J'y étais pas du tout. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il veut en venir? 5 étoiles, c'est ça que vous allez mettre sur Apple Podcast parce que vous avez adoré. Et même si vous n'aimez pas, vous mettez 5 étoiles sans commentaire, c'est pas grave. Ça nous va. Et bien sûr, on fait la pub aux collègues, tout ça. Évidemment, à la machine à café. T'en as déjà parlé à tes collègues, Pitchy, toi? Oui, tout à fait. Et j'en ai parlé à mon entretien d'embauche. Ah, c'est vrai, tu l'as déjà dit ça. Bah oui. Je crois. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que chacun de tes collègues est abonné? Enfin, tu iras vérifier. J'irai vérifier. Tu prends ceux qui ont un Apple, tu mets sur Apple Podcast, les autres, tu trouves une application, tu te Ouais, débrouilles. pas besoin de leur demander. Hein, je Voilà. le ferai Non, faut pas demander. Faut abonner de force les gens, comme ça, Tout ils à vont fait. écouter. Exactement. Et même, vous pouvez faire la pub et leur dire, tu devrais vraiment t'abonner. C'est trop cool. On a bien rigolé, alors va voir. C'est ça. Il y a un petit bouton partager le podcast en plus sur vos applications. Elles sont tellement bien faites. Donc faites-le. Et ben merci pour ce 13e épisode. C'était très cool, encore une fois, d'enregistrer ça avec vous. Et puis, Merci à toi. Et puis on se retrouve dans un mois pour le 14e épisode. Tout à fait. Allez, salut! Salut.